Bonjour, Bonjour. c'est un plaisir, merci de nous accueillir ici. Bah écoute, ce sera la 3e édition, je crois. Troisième fois qu'on fait cet exercice ensemble pour le baromètre. D'abord, un petit mot d'excuse de notre part commune. Je crois qu'en fait, on avait planifié tout ça ensemble pour être en live, comme on le fait d'habitude, et puis un petit impondérable lié à nos sujets d'ailleurs. Oui, effectivement, je dois être à Bruxelles, parce qu'en ce moment, on a des très grosses négociations sur DSA, DMA, et donc je vais quasiment au moins toutes les semaines, parfois 2 fois par semaine à Bruxelles. Et là, il y a une négociation qui se tient aujourd'hui, puisqu'on sera mardi. Voilà, non, on va être transparent, on est quelques jours avant, mais bon, on va faire ça en condition du direct. Zéro montage et sans filet, comme d'habitude. Bon, donc c'est un peu... Alors d'abord, c'est notre 3e fois pour cette remise du baromètre. Donc là, c'est sur le 9e baromètre de la confiance des Français dans le numérique. C'est notre dernière aussi, puisque là, enfin, en tout cas, il y a une nouvelle mandature bientôt. Donc c'est notre dernière pour le moment. C'est une bonne opportunité, je pense, de ne pas parler que du baromètre, mais aussi de plein de sujets qu'on a abordés ces dernières années, comme la souveraineté numérique, comme la data, comme l'identité numérique, et évidemment l'inclusion, des sujets qui nous sont chers à tous les deux, à Axel et je sais à toi dans les actions que tu as pu faire, et de voir ce qui a pu fonctionner ou pas sur les leviers d'action que tu as pu avoir. Alors peut-être avant d'aller sur ces sujets-là, la première question, cette 9e édition du baromètre, je crois que tu as eu le plaisir de l'avoir en avant-première. Un avis, des réactions? Non, d'abord, je trouve qu'il y a vraiment un très bon travail qui est fourni avec ce baromètre annuel par l'Axel, parce que ça donne une vision des grandes tendances sur le temps long. Ce que je trouve intéressant cette année, c'est qu'il y a une forme de sédimentation dans la lucidité. Et on voit une double tendance. D'abord, une forme de prévention à l'égard des risques d'Internet, en tout cas de lucidité à l'égard des risques qu'on rencontre en ligne, et une recherche de réassurance plutôt de la part de l'État, ce qui est un réflexe assez français, mais derrière des coffres-forts numériques, l'identité numérique qui est assez largement plébiscitée par les répondants. Et donc il y a vraiment cette lucidité sur le fait que Internet représente des opportunités, des risques. Il y a quand même de plus en plus d'adhésion aux moyens de paiement en ligne et à ce caractère simple et qui facilite la vie d'Internet. Mais il y a une recherche de réassurance par rapport à des risques qui sont bien identifiés, notamment les risques de hameçonnage. J'étais assez surpris quand même de la proportion. Je crois qu'il y a à peu près 2 répondants sur 3 qui disent qu'ils ont déjà été victimes d'une arnaque en ligne, ce qui est quand même beaucoup. Mais voilà, donc c'est à différents niveaux. À différents niveaux. À différents niveaux, effectivement, mais au total, ça fait 2 sur 3. Et donc voilà, il y a une forme de lucidité par rapport aux risques et aux opportunités d'Internet. Et toujours, c'est quelque chose qui se répète, j'ai l'impression, année après année dans notre baromètre, une recherche de réassurance auprès de l'État. Oui, mais ça, c'est une réaction assez française. C'est-à-dire qu'il y a une demande de réassurance de la part de l'État, c'est vrai dans la vraie vie, c'est vrai sur Internet, et que l'État joue son rôle de protecteur. C'est vrai de l'identité numérique, qui, comme je disais, une très large majorité est favorable d'ailleurs pour beaucoup de services à cet élément-là. Alors ça dépend des types de services, le niveau d'adhésion dépend au type de service, mais quand même globalement l'adhésion est très favorable. C'est vrai aussi du cyberscore qui est évoqué dans le sondage. Donc la question de est-ce que vous seriez intéressé par le fait que l'État mette un label ou pas sur les services, et qui est là aussi largement plébiscité. Oui, on en parlait ensemble en préparant cette interview. C'est vrai que c'était assez frappant de voir que même pour des services qu'on pourrait considérer comme très privés, comme des rencontres en ligne, ou aussi sur des choses parfois plus polémiques comme les réseaux sociaux, il y a quand même une assez forte demande d'identité numérique. Oui, ça je l'avais déjà vu, je l'ai vu assez souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les gens sont éloignés d'Internet, plus il y a une demande de réassurance de la part de l'État. C'est-à-dire que pour les gens très connectés, etc., la profusion et la très grande diversité d'offres est un atout, parce qu'on peut zapper, changer extrêmement rapidement, choisir ce qu'on préfère. Et il y a d'ailleurs c'est un paysage qui est extrêmement concurrentiel. Pour les gens qui découvrent ce monde-là, c'est un facteur de désorientation. Et donc il y a une demande d'orientation, en tout cas qu'on leur dise la messagerie c'est celle-ci, le réseau social c'est celui-ci, et que quand ils font les trucs, ils aient la même réassurance qu'ils ont l'impression d'avoir dans la vie réelle avec la carte d'identité, etc. etc. Ce qui d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces populations les plus éloignées d'Internet,
en tout cas dans l'approche que l'on a de la régulation d'Internet, de qu'est-ce que c'est un citoyen autonome sur Internet, il y a une tension entre ce qu'on aimerait, c'est-à-dire que les gens soient pleinement conscients des risques, qu'ils gèrent leurs risques, qu'ils aient une évaluation, qu'ils décident en citoyen autonome de faire quelque chose, et la demande d'une partie de la population qui est de dire « mais non, mais moi ça c'est pas ma demande c'est que vous me disiez où est-ce que je vais ». Et d'ailleurs... c'est une question de maturité dans les approches. Exactement, mais dans les discussions qu'on a au niveau européen, sur les questions de consentement, etc., c'est une partie des discussions, ça focalise une partie des discussions. Ça m'oriente vers deux questions. Tu parles d'Europe, européen. On voit la même chose dans les autres pays, les mêmes tendances ? Similaire de ce que je sais, on a toujours ce sujet de... alors, on va dire dans les pays similaires, c'est-à-dire les grands pays. Je pense que les sujets de la relation au numérique est très différent dans les petits pays assez uniformes, avec une société assez unie, le Danemark, l'Estonie, etc. L'Estonie qui, par ailleurs, a fait des très gros efforts pour former l'ensemble de sa population numérique. Dans tous les très grands pays, Espagne, Italie, France, Allemagne, on a ces 10 ou 15% de la population qui ont du mal. Ils continuent à avoir du mal, et avec une rupture presque anthropologique qui rend compliqué le fait de continuer à faire société dans une société qui est de plus en plus numérique. Alors, tu dis les populations ont du mal, mais est-ce que ce n'est pas aussi parfois les gouvernements et les administrations, puisque tu parles de l'Estonie qui a une identité numérique depuis longtemps. Chez nous, moi j'ai malheureusement quelques cheveux blancs et quand j'ai commencé j'en avais pas. C'est pour te dire que ça fait longtemps qu'on me parle d'identité numérique. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Alors, je vais te dire ce qu'on dit parfois entre nous, on dit ça patine. On en est où ? Est-ce que tu as l'impression qu'on a quand même des chances que, c'est peut-être un sujet compliqué, mais que ça aboutisse bientôt ? Alors, on n'est pas en avance, ça, il faut le reconnaître assez aisément. La France est un des pays même les moins en avance en la matière de l'Union européenne. Il y a un gros travail qui a été fourni depuis 1 an et demi par Amélie de Montchalin sur le sujet. On a quand même introduit la nouvelle carte d'identité qui sera un support de l'identité numérique. Donc on commence à diffuser cette carte d'identité qui est une puce à l'intérieur. Et c'est indispensable parce qu'il y a une nécessité d'avoir plusieurs modalités d'identification, dont la carte d'identité numérique. Donc ça, c'est déjà en service. Maintenant, il faut que la surcouche logicielle qui permette de s'identifier à partir de cette carte en ligne pour, je sais pas, payer ses impôts ou faire une transaction financière, soit développée et suffisamment sécurisée, avec cette tension entre l'expérience utilisateur, le fait qu'on en a besoin rapidement et la nécessité que ce soit extrêmement sécurisé. Sur ça, je n'ai plus exactement en tête les durées, mais je crois que d'ici 1 an et demi, on devrait l'avoir. On n'est pas en avance, il faut vraiment le dire très, très directement. Mais voilà, ça arrive. On a des raisons d'espérer en tout cas. Exactement. Bon. On va peut-être changer un peu, prendre un peu de hauteur par rapport au baromètre. Alors un des sujets aussi que nous abordons chaque année ensemble et où je sais que tu t'étais donné à toi-même beaucoup d'objectifs, c'est l'inclusion numérique, alors au sens large. Évidemment, on parle beaucoup de diversité quand on parle d'inclusion. Là, en l'occurrence, c'est plus sur la thématique, ceux qui sont dedans et ceux qui sont éventuellement laissés à l'extérieur. Alors je commencerai par une première question. Moi, c'est un peu ma marotte, et quand j'en parle, j'ai 3 enfants, les 3 me disent « mais papa, n'importe quoi, tout le monde est déjà numérique ». Donc, c'est un mythe ou une réalité, ce problème d'inclusion numérique en France ? Alors, je pense qu'il y aura un test assez intéressant à faire avec tes enfants. C'est que tu leur demandes de remplir ta feuille d'impôt ou de faire une déclaration CAF en ligne. Parce que ça veut tout et rien dire, l'inclusion numérique. Il y a de mémoire 4 Français sur 5, ou même beaucoup plus que ça, qui ont un smartphone. Je pense que quasiment la proportion de gens qui ne savent pas se servir de WhatsApp est extrêmement, ou de Messenger est extrêmement limitée. La proportion chez les jeunes, encore plus. Ils savent tous aller sur TikTok, faire WhatsApp, Messenger, Snap, etc., etc. Quand on leur dit « oui, mais le numérique, c'est aussi faire ses déclarations d'impôt en ligne, faire sa demande de CAF, s'actualiser sur Pôle emploi », il arrive beaucoup plus souvent qu'il n'y ait plus personne. Et donc, là, il y a 2 choses. D'abord, il y a quand même une bonne partie de la population qui n'utilise jamais Internet. Et je me souviens très bien des chiffres de l'Axel, du baromètre de l'Axel l'année dernière, qui avait montré qu'avec le Covid et le confinement, ça avait réduit, mais du coup, ça avait cristallisé la différence entre les 10% qui ne le font jamais et les 90 autres %. Et par ailleurs, sur les 90% qui servent Internet, je pense que peut-être même une majorité ne maîtrise pas tout Internet. Même moi, probablement que je ne maîtrise pas tout Internet. Et donc, l'exclusion numérique, elle est protéiforme. C'est-à-dire que
c'est pas parce qu'on sait servir de WhatsApp et de Messenger qu'on sait faire une déclaration d'impôt en ligne. Et donc, c'est vraiment tout cela qu'on doit maîtriser. Je crois que c'est entre un tiers et la moitié des Français qui estiment qu'ils ont, en tout cas, un manque en maîtrise d'Internet. Donc il y a vraiment quelque chose qui va d'une extrême exclusion, qui elle est la plus difficile, à des modalités d'exclusion différentes. Je prends un autre exemple dans la fracture numérique, c'est les fake news. On voit à quel point les fake news ça marche, mais c'est extrêmement lié à un problème qui est assez lié à l'électronisme, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les silos informationnels sur les réseaux sociaux, et il y a une manque de grammaire, de compréhension de la grammaire numérique qui fait qu'à la fin, on se fait avoir par la fake news. Et donc, ça aussi, c'est de la fracture numérique. Mais est-ce que tu as les bons leviers pour ça? Parce que, alors, pardon, là, tu prends un sujet, alors c'est de ma faute, on a commencé avec les enfants, mais j'ai un enfant en 6e, les cours qu'il a pour essayer de comprendre ce qu'est une bonne information ou pas, ça s'appelle des cours liés au CDI, où on lui apprend à chercher une référence de livre sur une tranche de livre dans une bibliothèque. Il n'y a pas des cours sur Google. Tu es un peu sévère parce que on a beaucoup progressé sur la question. Par exemple, il y a l'enseignement numérique et technique qui est généralisé dès la seconde. On a beaucoup commencé avant. Ce qui est certain, c'est que je me souviens très bien de ma discussion avec les Estoniens, quand je leur avais demandé, mais en fait, comment vous avez fait? Parce que vous aussi, vous avez des personnes âgées, vous aussi, vous avez des gens qui sont éloignés. Ils ont dit, on a tout misé sur l'école. Et donc, la question de l'éducation, d'ailleurs, dans le rapport de Gérald Bronner sur la question de l'information et de la désinformation qui a été remis au président de la République il y a un mois, le sujet central qu'il a identifié, c'est la question de l'éducation et de la formation. Et c'est évident qu'on a une très grande transition qui est la transition numérique, et que si on ne forme pas et on ne reforme pas nos sociétés, nos jeunes, nos moins jeunes, parce que la formation et l'éducation, ça gère le flux, ça gère pas le stock, alors on aura un problème de dissonance cognitive dans cette... d'ailleurs qu'on rencontre déjà aujourd'hui. Mais cette difficulté, elle est assez inhérente à toutes les grandes transitions. Si on regarde l'histoire des technologies, il y a un exemple qui est très connu, qui est celui du chemin de fer. C'est-à-dire que quand les gens ont pris le chemin de fer pour la première fois de leur vie, ils se déplaçaient avec un moyen de locomotion dont ils ne comprenaient pas comment il fonctionnait, parce que la vapeur, les gens ne comprenaient pas. On comprend un cheval qui tire une carriole. Et donc, il y a eu, à l'époque, une forme de peur irrationnelle, rationnelle, jusqu'au jour où on a commencé à mettre des normes, on a régulé, on a standardisé, etc. etc. Et aujourd'hui, personne ne se dit qu'il n'a peur de monter dans un TGV dont 95%, 98% des gens ne comprennent pas comment ça marche, ni même un train à vapeur. Donc, on leur a juste dit que c'était sûr. Voilà, on leur a juste dit que c'était sûr, et l'État est là pour leur dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ces phénomènes de transition, formation, standardisation, régulation qui sont actuellement à l'œuvre. Ces facteurs de grand risque, parce que dans cette période-là, c'est compliqué, c'est Gramsci, hein, c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres, mais en tout cas, ça dit toute la responsabilité de l'État en formation, en réassurance, en capacité à certifier à ses citoyens qu'il pose des cadres. Alors justement, responsabilité de l'État, donc tu étais aux commandes là, pendant 3 ans, globalement la mandature 5 ans. Sur ce sujet de l'inclusion, tu as souvent évoqué la notion de grammaire finalement. Il manque les codes, il manque la grammaire, même si on sait utiliser WhatsApp, etc. On n'a peut-être pas tous ces codes. Peut-être, il y a évidemment, là j'ai été un peu taquin, mais il y a forcément des chantiers qui sont bien passés où il y a eu des résultats. Peut-être nous en citer quelques-uns où ça a bien avancé, et peut-être ceux où tu te dis il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a un chantier qui a bien avancé, c'est les conseillers numériques dont on avait parlé, c'est-à-dire que pour la première fois, l'État a remis des gens sur le terrain financés par l'État, donc 4000 personnes, qui sont au contact des Français dans les secrétariats de mairie, dans les médiathèques, dans les centres d'action sociale, pour leur apprendre à servir de ces outils numériques. Donc là, on a investi pour reformer les gens. Donc c'était dans le cadre du plan de relance. Il y en a déjà plus de 2500 qui sont sur le terrain. Il y en aura les 4000 d'ici dans les 3 mois qui viennent. Et ça, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup et qui se met bien en place et qui rencontre vraiment son public. Oui, en termes de mesures de succès, j'allais dire, enfin, il y a des retours. Alors, à ce stade, comme les premiers sont arrivés en septembre, on n'a pas encore de mesures quantitatives. Mais il y a un public. Mais les retours des associations, des mairies, etc., sont dithyrambiques sur l'intérêt du dispositif et le fait que... Et d'ailleurs, les retours des gens qui sont en place sont extrêmement importants. Plusieurs choses. D'abord, on sait qu'il faudra faire plus et pérenniser cette mesure. On ne va pas régler le problème en 2 ans, donc ça reste encore devant nous.
Et le deuxième chantier qui a mieux avancé que ce dont les gens ont l'impression probablement, c'est la question de l'accessibilité des sites publics, accessibilité au sens large, c'est-à-dire la facilité d'utilisation, l'expérience utilisateur, qui est vraiment un travail assez ingrat, sous le radar, qui est mené par les équipes d'Amélie de Montchalin, l'Indinum, etc., qui progresse, la généralisation de France Connect, des choses comme ça. On est encore très loin de ce où on devrait être, à la fois en accessibilité grand public et à la fois en accessibilité aux personnes handicapées. Mais il y a eu, voilà, tout a été repris en se disant, en fait, le sujet au bout du bout, c'est l'expérience usager et utilisateur. Et donc, comment est-ce qu'on repense l'expérience usager et utilisateur? C'est encore trop excluant, il y a encore trop de langage administratif, mais il y a eu vraiment quelque chose d'important qui a été fait. Non, alors, pour le coup, j'en suis témoin et je pense beaucoup ont pu le voir. Dans notre vie de tous les jours, enfin, on a vu cette utilisation. Juste pour finir sur ces sujets d'inclusion, avant de passer à un autre thème, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un grand écart entre ceux où on dit qu'ils n'ont pas la grammaire, et puis ceux qui, comme peut-être toi et moi, toute la journée voient sur LinkedIn des choses sur un métaverse. Alors le métaverse, vu de ta fenêtre, voilà, là où tu es, à ton poste bien particulier, risque, opportunité, bullshit, enfin je sais pas. Alors, il y a un effet buzzword, c'est sûr, mais il y a des choses réelles dessous. Il y a vraiment, je pense, un sous-jacent à la fois technologique, technique, parce que alors c'est à la fois métaverse et Web3, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais il y a déjà des premiers exemples qui sont assez intéressants. En Corée du Sud, par exemple, il y a une application qui s'appelle Zepeto avec des jumeaux numériques, de chaussures, etc., qui cartonnent. Alors, la Corée, en général, ils sont un peu en avance sur nous. Mais oui, il y a quelque chose qui pose plein de questions. On ne sait pas s'il y aura 3 000 métavers. On ne sait pas exactement quels vont être les moteurs graphiques, qui va contrôler les éléments, comment on va le réguler. Donc ça pose plein de questions. Nous, on est vraiment au milieu on a commencé à lancer des réflexions assez importantes. Je réunirai les ministres européens du télécom à Nevers et la matinée du deuxième jour sera consacrée à ce qu'on ait une discussion entre nous sur qu'est-ce que ça ouvre comme problématique, comment on voit les choses. Donc la preuve est qu'on en parle au plus haut niveau. J'en ai parlé avec le gouvernement américain il n'y a pas très longtemps parce qu'on voit que ça va poser des questions. Donc on sait qu'il y a quelque chose. Il y a un doute sur la rapidité avec laquelle les choses vont basculer, mais le problème c'est que parfois ça peut basculer extrêmement vite. Et on sait que ça pose énormément de questions en matière de régulation et de souveraineté technologique, parce que qui va maîtriser les sous-jacents technologiques est une question. Donc voilà, et c'est un nouveau champ de politique publique. Donc il ne faut pas s'exciter, mais il faut travailler dessus. Exactement. Merci. Alors, sans transition aucune, cette semaine a été une semaine assez chargée pour toi et d'ailleurs l'ensemble du ministère, je crois, sur le sujet de la souveraineté numérique. Alors, quand on parle de confiance des Français dans le numérique, pas très loin derrière, même si ce n'est pas quelque chose qui est remonté naturellement si on ne pose pas la question, mais il y a quand même le sujet de la souveraineté dont on entend beaucoup parler. Pour ceux qui éventuellement auraient raté les épisodes précédents, peux-tu nous résumer ce qui a pu se dire, ou du moins pas tout, mais ce qui paraît important à retenir de 2 jours sur le sujet? Alors il est possible que quelques personnes effectivement aient raté l'épisode, pas beaucoup j'imagine, mais il est possible que quelques personnes aient eu autre chose à faire. Non, la souveraineté numérique, donc c'était européenne dans le cadre de la présidence française. Pour nous, c'est 2 choses. C'est d'abord la souveraineté des services qui sont disponibles aujourd'hui dans notre vie quotidienne. On dépend de boîtes mail, de réseaux sociaux, de logiciels de cartographie qui sont quasiment tous américains. Ça vient de retard européen dans l'innovation. Et donc la première chose, c'est de faire émerger des géants européens, en tout cas des services européens. On a commencé, notamment grâce aux politiques qu'on a menées, à voir émerger Doctolib, à voir émerger Lydia, OVH, ManoMano, Backmarket. Il faut continuer. Parce que c'est un monde où le leader fixe le standard, et donc il faut qu'on ait des leaders pour fixer les standards et avoir des leaders européens. Et c'est absolument indispensable. Premier élément, donc on a fait des annonces en matière de financement, en matière d'attraction des talents internationaux, parce qu'il y a une compétition mondiale pour l'innovation, et que du résultat de cette compétition mondiale de l'innovation dépendra la souveraineté économique, technologique et politique des États et des continents. Donc on est dans cette compétition et on veut aller encore plus loin. Et concrètement, ça veut dire que si vous identifiez des projets qui sont fortement porteurs de souveraineté, oui, les États doivent contribuer financièrement? Non, ça veut dire d'abord qu'on a besoin de plus d'investissements, on a besoin de plus de technologies ici, donc on doit attirer les capitaux, on doit faire en sorte que Doctolib grossisse et devienne la plus grosse start-up de santé du monde. Donc c'est pas forcément mettre des sous, mais c'est favoriser l'écosystème. Par la fiscalité, par le droit du travail, etc. etc. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'indépendance, c'est de faire respecter nos règles en ligne comme en ligne.
Et donc ça, c'est les règlements, la régulation dont on discute au niveau européen. On doit protéger les Français de la même manière en ligne, de la même manière qu'on les protège hors ligne. La haine en ligne, la désinformation, le cyberharcèlement, etc., etc. Et donc ça, on doit poser un cadre qui respecte nos valeurs. Sur ce sujet du cadre et de la protection, qui d'ailleurs, on l'a vu dans le baromètre, si on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a une demande de réassurance, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? Oui, on a les moyens de nos ambitions. Si on regarde la régulation, le RGPD est devenu un standard international. Et donc dès lors que l'Europe se met d'accord, elle impose ses règles. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on a deux règlements, c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas là ce mardi, en discussion. Un sur, on va dire, la concurrence. Aujourd'hui, ce tokenomics fonctionne en oligopole. Deux, sur la modération, les politiques de modération, la haine en ligne, etc., qui peuvent faire que l'Europe va poser ses règles, poser son cadre sur la manière dont doit fonctionner Internet. Mais pour ça, il faut qu'on se mette d'accord. Quand on se met d'accord, on impose nos règles. Quand je dis les moyens, c'est aussi quand on voit la profusion, et tant mieux, ça marche. Je veux dire, il y a tout un écosystème qui bouillonne, plein de nouveaux services. Donc, par exemple, dans des sujets dont on parle souvent à Axel, tu le sais, dans tous les nouveaux services financiers, on ne sait plus compter le nombre de nouveaux acteurs qu'il y a tous les jours en Europe. Et parfois, certains régulateurs, alors je ne parle pas forcément du régulateur français, mais enfin, il y a beaucoup de régulations dans chaque pays européen, disent, mais en fait, il y en a trop, je ne peux pas tous les surveiller. Quoi. Il y a de plus en plus, mon armée n'est pas assez grande parfois. Je ne citerai pas quel régulateur. C'est un défi pour la régulation. C'est évident parce que c'est de nouveaux business models, parce qu'il y a tellement de technologies que parfois le régulateur lui-même est déclassé technologiquement. Mais c'est une dialectique, quoi. Donc, à un moment, de toute façon, c'est comme le train. Pour que la technologie soit diffusée massivement, elle a besoin d'être régulée parce qu'elle a besoin de confiance. Donc je ne crois pas qu'il y aura un service financier qui va se diffuser massivement sans qu'à un moment le régulateur dise « Ok, monsieur Nizri, madame Antel, j'ai quand même regardé, vous pouvez y aller. » C'est comme le Bitcoin. Ça peut aller, ça peut avoir plusieurs millions d'utilisateurs, mais mes parents n'utiliseront pas le Bitcoin, sauf peut-être un jour si la Banque de France ou la CPR dit « Ok, allez-y, c'est faisable. » Voilà. Donc il y a quand même un vrai sujet pour cette réassurance. Bien sûr. Mais pour ça, pour l'instant, on y est. Autre sujet très lié à tout ce qu'on vient d'évoquer, la data. Tu viens de citer RGPD. Est-ce qu'à force de vouloir bien faire, on n'arrive pas des fois à des situations un peu compliquées à l'usage? Je m'explique. Moi, je pense que ce matin, rien qu'en venant de voir, j'ai voulu regarder 3-4 choses pour préparer cette interview. Chaque fois, je clique sans regarder ce que je clique pour arriver sur le site. On me dit RGPD, machin, je clique. J'ai peut-être donné l'autorisation à je ne sais pas quoi d'ailleurs. Tellement on veut bien faire. C'est exactement la discussion le sujet que j'évoquais tout à l'heure quand on disait, en fait, on imagine, on part du principe que les gens agissent complètement en utilisateurs autonomes. Or, soit par paresse, soit par fatigue, soit par incompréhension, effectivement, on voit à quel point le RGPD peut poser question. On a tendance à cliquer sur tout accepter. Tu lis avant d'accepter ? Alors moi, j'ai plutôt tendance en général à cliquer sur tout refuser. Sauf quand, ce qui d'ailleurs vous renvoie au débat actuellement sur la facilité d'accepter et refuser, sauf quand il y a écrit tout accepter et paramètres, ça me fatigue de cliquer sur paramètres, donc d'avoir deux clics. Ou tout accepter ou payer 2 € si vous voulez consulter le site. Oui, mais ça, à la limite, je comprends. Ça, à la limite, je comprends. Moi, j'accepte dans ces cas-là. Mais tu es le produit, tu l'acceptes, tu sais pourquoi. Exactement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est notamment Webedia qui fait ça, mais je n'ai pas de problème avec ça. Bref, donc il y a un trade-off à faire entre donner le choix aux gens, les former pour qu'ils comprennent, et à court terme, effectivement, éviter la fatigue du consentement. Mais ça, c'est un équilibre qui va se dégager, je pense, dans la durée. Et là, c'est côté utilisateur. Et côté entreprise, des grands groupes, ils ont tout ce qu'il faut pour comprendre le RGPD, mettre en place ce qu'il faut. Mais quels sont les retours des plus petites entreprises qui essayent de se conforter? Est-ce que j'ai le droit de mettre les coordonnées de monsieur le ministre dans mon tableau, je ne citerai pas, d'un grand opérateur américain sur lequel j'ai peut-être mis mon listing avec qui je vais faire des emails? Est-ce que j'ai eu le temps de me poser la question? Est-ce que j'ai les moyens de comprendre ce que je fais? Enfin, on en est où là-dessus, dans les remontées que tu as? Là, je pense que c'est une tension entre deux autres choses. C'est que je pense que le RGPD a une application trop uniforme. On ne l'a pas prévu avec ce qu'on appelle des bacs à sable réglementaires, c'est-à-dire dire, pour une petite entreprise, c'est pas forcément, on ne fait pas forcément les mêmes règles. Et la nécessité quand même que les Français demandent une protection de leurs données particulières. Bref, je pense que, et c'est une réflexion qu'on mène pour les prochaines régulations, il faut faire en sorte qu'il y ait une asymétrie des régulations. Le risque que
je sais pas, une PME fasse des bêtises avec des données personnelles est quand même significativement, enfin en tout cas l'impact sera significativement moins grand que si c'est une très grande entreprise américaine du numérique. En tout cas en taille de fichier. Ouais. Merci pour cette transparence. Un dernier grand thème qui t'a été cher pendant toutes ces années, vous avez beaucoup travaillé pour développer des champions français du numérique. Finalement, dans ce monde de plus en plus, c'est la tectonique des plaques entre les grands acteurs, on l'a encore vu cette semaine dans une jolie séquence avec une table de 8 mètres. Quel est le rôle de la France, et c'est gentil de me recevoir si proche d'ailleurs, quel est le rôle de la France et de son industrie numérique dans la construction d'une Europe digitale, puisque c'est l'Europe, la granularité à laquelle il va falloir qu'on puisse discuter avec ces grands acteurs? Deux choses. Un, je pense que, et je me bats pour ça, je le disais d'ailleurs pendant cette conférence Souveraineté numérique, la vocation de la France et de l'Europe, c'est pas de rattraper les États-Unis, c'est d'être meilleur que les États-Unis. Je veux dire, personne ne se lève le matin en se disant je vais être deuxième, ça va être super. Bon. Donc, on avait du retard, on en a encore, on est en train de le rattraper. On le voit à travers le nombre de licornes créées au niveau européen. Pour la première fois, on vient de passer devant les Chinois, ce qui est non négligeable. Mais on est encore très loin de l'arrivée. Donc, c'est pour ça que la France a fait tout ce qu'elle fait pour stimuler l'innovation, faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui se réalisent plus, qu'il y ait plus de start-up, qu'elles grossissent, etc., etc. En Europe, il faut être dans une approche de compétition. C'est très bien qu'on soit en compétition avec les Allemands et les Italiens et les Néerlandais. Ça pousse à être meilleur. Par contre, à un moment, il faut unifier le marché. Il faut qu'on impose nos règles sur ce marché-là. Parce que la puissance et l'innovation, c'est trois choses, les talents, le financement et la taille du marché. La force des entreprises américaines, c'est qu'elles ont un marché qui est plus unifié, que donc tout de suite, elles ont accès à 350 millions de consommateurs, alors qu'en France, l'Italie, la France, l'Allemagne, c'est des marchés différents. Donc, le rôle de la France, c'est, de faire en sorte qu'elle ait les entreprises les plus performantes du monde, et on a tous envie que Doctology, Miracle, Mano, Backmarket, etc. soient parmi les plus grandes entreprises numériques européennes et mondiales. Et par ailleurs, d'essayer d'unifier, ce qu'on fait d'ailleurs dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, ce marché et qu'on ait une approche commune de cette dynamique de puissance et de souveraineté européenne. Merci encore Cédric.